Nous voulons ainsi vous faire comprendre que les guerres ne règlent pas les problèmes entre les nations. Ça, c'est une chose très simple. Exemple, la guerre entre la France et l'Allemagne, bilan, les destructions massives. Deux pays exsangues, des villes et des infrastructures complètement détruites, des ponts, des routes, des réseaux entièrement détruits. Il faudra les années pour réparer tout ça, mais c'est réparable. Par contre, les familles détruites, les millions de morts et blessés, c'est la triste réalité, les conséquences sont incalculables. Et ça, ce n'est pas réparable. Il a fallu toutes ces destructions, tous ces morts, pour que l'entente franco-allemande se réalise. Il faudra donc que vous soyez très vigilants, là, je m'adresse à vous, pour lutter contre tous les partis, tous les groupes, les sectes, les religions, qui pensent que tous les différends entre nations doivent être réglés par les armes. Donc, c'est, je dis le mot, guerre à la guerre. Et vous, c'est vous qui allez être les principaux intéressés. Résister actuellement, c'est refuser l'inacceptable. Est-ce que vous pensez que la liberté, c'est quelque chose de toujours acquis? Non, c'est extrêmement fragile. Tous les acquis, que ce soit la liberté, la démocratie en général, ça peut être enlevé en un instant. Et ce qu'on regrette particulièrement, par exemple, c'est le désintéressement pour la chose publique. Ne vous désintéressez, engagez-vous. Ne vous désintéressez pas de la chose publique. Vous pouvez leur expliquer ce que c'est que la chose publique parce que... Eh bien, mais c'est l'ensemble des... En gros, c'est l'ensemble des lois qui nous régissent, qui règlent tout, qui règlent notre vie. Actuellement, un Français sur deux ne vote pas. Un Français sur deux ne vote pas. Et pourtant, les gens qui sont élus sont censés représenter ce que veulent les Français. Ne restez pas indifférents. Engagez-vous. Chacun, suivant ce qu'il a dans la tête, mais ne restez pas devant, attendre que d'autres décident à votre place. Parce que ce qu'ils décident, ça peut des fois être extrêmement dangereux. N'oubliez pas, tout à l'heure, Henri vous l'a bien montré, le nazisme est arrivé tout à fait légalement en Allemagne. Ce n'est pas un coup d'État. Ce sont les gens qui ont choisi, ou tout au moins les gens qui votaient, je ne sais pas si, je ne connais pas les pourcentages à l'époque. Oui, de participation. Hein? Méfions-nous, réfléchissons, pensez à la chose publique, ne restez pas indifférents. Et n'acceptez pas ce qui est inacceptable. Si on propose des choses, je ne sais pas moi, comme dans certains endroits, on n'a pas le droit de dire ce que l'on pense. Inacceptable. Même si on dit des âneries, on a le droit de les dire. Aux autres d'en faire bon usage. D'abord, comment je suis entré dans la résistance en septembre 1940. J'avais 16 ans et demi. C'est par connaissance. C'est un ancien brigadiste qui m'a contacté. Alors les brigadistes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les brigadistes, ce sont des combattants français qui ont été aidés le gouvernement républicain espagnol à lutter contre Franco. C'est donc des gens qui avaient l'habitude des combats
et des opérations clandestines. Parce que quand on est dans la résistance, au début, il fallait toujours être très sérieux, très, comment dirais-je, secret, ne rien dévoiler. Tout ce qu'on apprenait, il fallait surtout pas le dire aux autres. Donc, on a commencé par cet ancien brigadiste. Il était habitué à la lutte armée et aux actions clandestines. Il a donc commencé à organiser la résistance dans le secteur de Sevran où j'habitais. D'abord, la formation des triangles. Alors, je vais vous expliquer. Dans la résistance, au départ, la résistance était, on était formé par trois. On est trois personnes à se connaître, et chaque personne, chaque tête d'un triangle, connaissait qu'une seule personne d'un autre triangle. Ça, c'était fait pour, au cas si vous étiez arrêté, sous la torture, qu'on ne puisse pas dévoiler beaucoup de noms. C'est ça. Ensuite, la fourniture de tracts et d'affiches, parce que les Français, ils n'étaient au courant de pas grand-chose, parce qu'à cette époque-là, tout ce qui était information, que ce soit par le cinéma, par la presse, par la radio, tout était contrôlé par les Allemands ou les collaborateurs. Donc on n'avait qu'une petite partie d'informations qui étaient réelles et bonnes. Il fallait donc que les Français soient au courant. Alors c'était fait par des tracts et en général des affiches. Alors les tracts, vous savez ce que c'est que des tracts? Oui? Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Des flyers. Hein? Des flyers. Et alors, donc, c'était ce que je faisais. Alors, jusqu'au début de 1942, je vous dis de 40-42, pas de gros problèmes. Les différents groupes se sont habitués à avoir beaucoup plus prudents qu'au début de leur formation. Car peu à peu, la répression devient de plus en plus sévère et efficace, car la Gestapo, la police allemande, est bien aidée par la police française et la milice, surtout la milice. Mon rôle, à l'époque, était de prendre en livraison des paquets de tracts pour approvisionner les différents groupes du secteur. Je précise, j'étais dans la région parisienne. Ce n'était pas du tout la même résistance que en Auvergne ou dans l'Allier ou dans les montagnes bourbonnaises. J'ai eu souvent peur en prenant livraison de ces tracts, car mon contact pouvait être grillé et la police prête à m'arrêter. Il fallait faire très très attention avant de prendre possession des tracts. Alors, la répression. Alors, à partir de 1942, la répression était terrible. Pour un petit groupe que nous étions, eh bien, le 26 avril 1942, mon chef de groupe a été arrêté et il a été fusillé 3 mois après au Mont-Valérien. Son adjointe a été arrêtée aussi en avril 1942 et a été déportée à Ravensbrück. Un camarade du même triangle que moi a été arrêté toujours au mois d'avril et il est mort à Bergen-Belsen. Et j'ai 3 autres camarades qui ont été arrêtés et déportés à Buchenwald. Ceux-là, ils ne sont pas morts, mais quand ils sont revenus de Buchenwald, ils sont morts peu de temps après parce qu'ils avaient été tellement maltraités qu'ils étaient dans des états physiques terribles. Nous restions donc à 2. Une femme avec moi, sans directive. Et j'ai à l'époque 16 ans, 18 ans à l'époque, sans directive, c'était assez pénible. Je me suis donc confié à mon père. Après toutes ces arrestations et surtout après celle d'un résistant qui appartenait au même triangle que moi. Surprise d'apprendre que mon père faisait partie d'un groupe de résistants beaucoup plus âgés que nous au sein du mouvement Libé Nord. Je n'ai jamais dit à mon père que je faisais partie de la résistance et lui ne m'en a jamais parlé. C'était bouche cousue. Alors après, c'est donc mon père qui s'est occupé de la prise en charge, quoi. Sous les ordres de mon père, j'ai continué de distribuer des tracts qui faisaient fonction d'agent de liaison entre les différents groupes régionaux pendant toute la période septembre 40 à mars 1943.
Et je n'ai pas arrêté, j'ai continué de travailler parce que j'étais typographe à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus ce métier-là. À l'époque, c'était ça. En mars ou avril 1943, j'avais 19 ans. J'ai reçu une convocation chez mon employeur pour me présenter au bureau de recrutement du STO, le service du travail obligatoire. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, le service du travail obligatoire, c'était Laval, qui a traité avec les Allemands et qui a décidé d'envoyer travailler en Allemagne pour soutenir l'effort de guerre allemand de 700 à 800 000 jeunes Français. Et donc, j'ai été pris pour aller en Allemagne, à Leipzig. Mais avec l'aide de camarades bien placés, à l'époque, il y avait quand même toujours des possibilités. Et après un court circuit, un court séjour dans un camp à Paris, j'ai pu partir me réfugier à Annecy, en Haute-Savoie. Alors, à cette époque, il y avait 5 ou 6 départements du sud-est de la France qui étaient occupés par les Italiens. L'armée italienne occupait environ 6 départements du sud de la France. Alors, avec les Italiens, il n'y avait pas de gros problèmes, parce que on était beaucoup de réfractaires. On nous appelait réfractaires, parce qu'on ne voulait pas partir par le STO. Alors, on se trouvait dans le camp d'Annecy, et on n'a aucun problème avec les Italiens. Mais voilà, en juillet 1943, le maréchal Badoglio, qui traite le maréchal italien qui commandait toutes les troupes italiennes en France, a traité avec les Alliés et a quitté avec les troupes italiennes tous les départements qu'elle occupait. Ce sont les Allemands qui les remplacent. Alors, en septembre 1943, donc après l'occupation allemande de ces territoires, j'ai décidé de quitter la Haute-Savoie, car dans le camp où j'étais, il y avait beaucoup de réfractaires au STO, beaucoup de jeunes comme moi, et surtout des jeunes de la région de Gravelines, Dunkerque, Bourbourg, etc. Et la pression de la milice, qui était omniprésente, se faisait de plus en plus sentir. On avait beaucoup plus peur, presque, de la milice que de la Gestapo. Il fallait donc quitter rapidement les lieux. Alors pendant une période de 15 jours environ, j'ai été hébergé par des parents qui habitaient près d'Albertville en Savoie. Cette famille a réussi à me procurer un uniforme des camps de jeunesse, ce qui m'a permis de revenir à Sevran, où j'habitais, mes parents, sans difficulté, en espérant que le service du travail obligatoire ne pense plus à moi. En octobre 1943, j'ai voulu reprendre une activité professionnelle, toujours en distribuant des tracts et en faisant fonction d'agent de liaison. Malgré le travail, il fallait toujours assumer ce travail-là. Je me suis fait embaucher comme chauffeur dans un garage jusqu'en décembre 1943, c'est-à-dire en gros 3 mois, car comme tous les jeunes de mon âge, on ne devait pas rester trop longtemps chez le même employeur sans risquer d'être repéré. Il va donc mieux que je parte. J'ai donc changé d'employeur et j'ai repris mon métier de typographe dans une très grande imprimerie du 19e arrondissement de Paris. En avril 1944, peu de temps après, j'ai été de nouveau requis par le STO pour partir en Allemagne, une autre fois, à Augsbourg, chez MAN, une fabrique de camions. Je me suis fait oublier encore une fois et j'ai été employé bénévolement par un organisme à Paris qui avait besoin de personnel pour, après chaque bombardement, aider les gens à sortir des décombres et à relever les morts. Pendant toute la période octobre 1943, après mon retour de Savoie jusqu'à la libération, sous les ordres de mon père qui était le président du comité de libération de Sevran, j'ai continué de distribuer des tracts et faisais aussi fonction d'agent de liaison entre les différents groupes de résistance de la région. Alors, les principales actions effectuées par les FFI, les forces françaises de l'intérieur. Dans le secteur d'Aulnay, où j'habitais, Aulnay-sous-Bois, Blanc-Ménil, Sevran, Livry-Gargan, Villepinte, Tremblay en France, distribution de la presse clandestine, destruction de lignes de haute tension,
les usines concernées, Wistlagous, Ideal Standard, Kodak, la Lilloise, etc. Destruction et les destructions de câbles téléphoniques. À la Libération, mettre des crève-pneus sur les routes, détournement des poteaux indicateurs, parce que les Allemands se fiaient beaucoup aux poteaux indicateurs. Ils avaient des cartes Michelin même pour se guider en France. Et vous voyez, et on détournait les poteaux, comme ça ils arrivaient à prendre des chemins qu'ils ne voulaient pas prendre, et ils perdaient beaucoup de temps. Le sabotage de voies ferrées, occupation de l'usine Westinghouse, et sabotage des mèches de mise à feu à la poudrerie nationale. Parce qu'à Sevran où j'habitais, il y avait la poudrerie nationale où il y avait énormément de poudre, de bombes, d'entreposés, tout ça. Et puis, d'un côté, donc, cette poudrerie nationale, et à côté, une caserne avec toujours en gros entre 2000 et 2500 soldats allemands. On était vraiment surveillés. Alors, dans la région, il n'y avait pas beaucoup d'armes pour les résistants, parce qu'il y avait trop d'Allemands et il n'y avait pas beaucoup de parachutage. Parce que c'était où j'habitais, c'était le début de la Brie, la plaine de la Brie. Donc, il n'y avait pas de montagne, pas de forêt, rien. Donc, vous voyez, c'était très difficile pour que des groupes puissent se cacher. Voilà, pour ça. Alors, pour la libération, je vais parler rapidement de la libération de Sevran, puisque là, c'était assez dur pour moi. La libération de Sevran, c'est les 26, 27 et 28 août 1944. Le 27 août au matin, mon père a reçu l'ordre du commandant Vial de Launay-sous-Bois, c'est-à-dire on était organisé en militaire. C'était plus FFI, c'était organisation militaire. On dépendait d'un commandant. Il a demandé à mon père de prendre contact avec les avant-gardes américaines vers 15 heures. Ce qui a été fait. On a eu, disons, un peu de chance, parce que les premiers soldats américains qu'on a rencontrés, il y avait 2 jeeps et environ 7-8 soldats, mais par chance, ils parlaient espagnol. Parce que s'ils avaient parlé américain, c'est assez dur, hein. Et mon père parlait espagnol, on a pu se comprendre. On les a mis en garde pour leur indiquer où étaient tous les nids de mitrailleuses allemands. Alors, ça a été fait, ils ont été prévenus, ils ont reculé, et nous, on est restés sur place. Malheureusement, vers 17 h, nous avons été surpris par un groupe d'Allemands. Mon père a été tué à côté de moi. Notre groupe de FFI a été conduit devant les murs des Sœurs de Sevran pour être fusillés. On était 7 ou 8 condamnés, collés au mur, avec un sous-off et une dizaine de soldats, l'arme au pied, prêts à nous fusiller. C'est un officier supérieur allemand qui nous a dit de partir rapidement. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé la nuit dans une cave pour ne pas être repéré. Le lendemain matin, il n'y a plus d'Allemands dans le centre de Sevran. J'ai donc pu prévenir ma mère de la mort de mon père. Vous voyez, voilà la libération, ce que j'ai vécu. Vous voyez, c'était quand même pas très rigolo. Alors, un bilan. Le bilan des combats pour la libération sur 3 jours. Civils tués 11, 2 enfants, 3 femmes, 6 hommes. Blessés graves 12, 1 enfant, 4 femmes, 7 hommes. Autres blessés 7, 3 femmes, 4 hommes. FFI tué 2 de mon père. Un JJA tué 2. 10 blessés, des Américains tués, Américains blessés 2. Plusieurs blessés américains qui ont été pris en charge par les ambulances américaines. Et des soldats français. Et un soldat français blessé gravement. Voilà. Alors, pendant la période 39-45, beaucoup de personnes ont été tuées au combat, déportées, fusillées, disparues, sans compter les nombreux prisonniers qui sont revenus malades et qui sont morts quelques mois après leur libération. En gros, voilà ce que j'ai vécu. Vous avez parlé de ce brigadiste qui est venu vous trouver, mais vous auriez pu dire non. Qu'est-ce qui fait que vous avez dit j'y vais? Eh bien, parce que j'habitais
dans ce qu'on appelait à l'époque la zone rouge, la ceinture rouge de Paris. C'est-à-dire que toutes les communes de la région étaient de gauche, même d'extrême gauche. Et moi, comme les autres, j'étais jeune, mais j'allais quand même au patronage laïque. On avait donc, et on avait été instruit beaucoup sur la guerre en Espagne. Ce que les fascistes faisaient aux Espagnols, aux républicains espagnols. Donc on était un peu, on avait quand même une petite idée de ce qu'on ne voulait pas. Et quand on est venu me trouver, j'ai dit oui. C'était presque naturel. J'aurais pas pu le refuser. Mais la seule chose qu'on m'avait dit, tu viens avec nous, mais surtout t'en parles pas à tes parents. Et ça, là, j'ai fait. Alors, j'en ai pas parlé, mais je suis à peu près sûr que mon père s'en est rendu compte. Parce que quand je partais le soir pour distribuer les tracts, il se doutait bien que, avec le couvre-feu, il se doutait bien que je n'allais pas me promener. Hein. Je n'ai pris conscience de cette nécessité, moi, qu'en 1943. Entre 1940 et 1943, c'est vrai, nous n'aimions pas les Allemands, et nous n'aimions pas non plus le gouvernement de Pétain, mais on pensait à deux choses. Premièrement, à trouver du ravitaillement parce que nous avions faim. Et deuxièmement, j'étais au lycée, à l'école normale, on pensait aussi à travailler aux études. Parce que, comme nous le rappelait notre proviseur, n'oubliez pas, vous êtes boursier, vous n'avez pas le droit de redoubler. Donc, il fallait travailler beaucoup. Donc, pendant de 1940 à 1943, je n'ai eu aucun contact avec la résistance. Quand je suis venu en vacances chez moi, plus exactement chez ma grand-mère, pour les vacances de Pâques 1943, à ma grande surprise, mon cousin m'a dit, si tu vois, nous habitions à Saint-Jean-de-Puy dans un village qui s'appelle Rabanon et qui est le bout du monde. Si tu vois venir une voiture, tu fous le camp et tu ne reviens pas. Inutile de vous dire mon étonnement. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il m'a dit que les gens qui habitaient, ma grand-mère avait un logement, étaient des juifs et qu'ils risquaient d'être arrêtés à tout moment. Et que si nous étions là, il y avait bien des chances qu'on profite du voyage. En effet, au début 1944, la Gestapo est venue chez nous. Elle a arrêté, on n'a pas compris pourquoi, le mari. Et l'a emmené pour être déporté. Et lui, il a eu le courage et l'opportunité de s'évader du convoi qui le conduisait en Allemagne au donjon. Il est revenu vers Saint-Gérald-Puy, donc, à la Libération. Il a eu beaucoup de chance et fait preuve d'une grande... de sacré réflexe. Hein. Donc, moi, à ce moment-là, quand mon cousin m'avait dit ça, mais il m'a dit, oui, tu vois, moi, je fais partie d'un réseau de résistance. Alors, j'ai voulu, moi aussi, à ce moment-là, faire comme lui, parce qu'il a une grande influence sur moi. Ces consignes, premièrement, tu la boucles, et tu fais gaffe et tu la boucles. Quand tu demandais des explications, moins t'en sauras, mieux ça vaudra. Il faut dire que
ceux qui sont nés en 1924 ont eu la chance, premièrement, de ne pas être appelés au chantier de jeunesse, et deuxièmement, de ne pas être requis par le STO dont vous a parlé mon camarade André. Le service du travail obligatoire avait été créé pour que les Français, disons, il y a des belles affiches qui disaient « Eux, ils se battent pour notre liberté. Nous, il faut que nous les aidions dans leur combat. » C'est vrai que comme les Allemands étaient mobilisés même très jeunes, puisque ceux qui sont venus en 1945, certains avaient 16 ans, des soldats de 16 ans. Et pour l'effort d'armement qui leur était nécessaire, ils avaient besoin de main-d'œuvre. C'est pourquoi ils ont requis tous les jeunes en France et dans tous les autres pays occupés pour remplacer leurs soldats qui étaient au front. Eh bien moi, j'ai continué. On m'a dit, tu continues, quand on aura besoin de toi, on fera appel à toi. Mais on m'expliquait, tous ces jeunes qui étaient requis pour le STO, si on ne voulait pas qu'ils y aillent, il fallait les mettre en sûreté. Et tout le monde ne connaissait pas des gens à la campagne pour aller se réfugier chez eux. Donc, les paysans qui acceptaient de prendre chez eux un réfractaire au STO risquaient énormément. Ils risquaient leur liberté, la vie de leur famille et même la destruction de leur ferme. Dans une région proche d'ici, du coup, la montagne bourbonnaise, les fermes brûlées et les gens déportés parce qu'ils aidaient les résistants ne se comptent plus. Vous voyez? Donc on m'a dit, toi, tu peux faire ce que tu veux. Je pouvais me déplacer. J'étais parfaitement en règle. On m'a dit, quand on aura besoin de toi, on fera appel à toi. Pour l'instant, comme on disait à l'époque, passe ton bac d'abord, on verra après. Donc, j'ai passé le baccalauréat et je me suis, à ce moment-là, j'ai rejoint le groupe de résistants que nous étions. Nos exploits militaires ne sont inexistants puisque, premièrement, nous avions très peu d'armes, pour ainsi dire pas, quelques Moser, des vieux fusils allemands, et les Allemands, il n'y a pas eu de combat dans la région où j'étais. La région, vous voyez, nous, c'était notre rayon d'action était la nationale 7, entre Varennes et la Palisse, vous voyez. Et là, les Allemands ne sont pas passés. Il n'y a pas eu de... Heureusement pour nous, du reste. Hein, voilà. Mais nous avons été contactés très rapidement par les gens de l'armée qui ont contacté les groupes comme nous, n'est-ce pas, qui n'étions pas très efficaces, il faut le dire, pour que nous partions dans l'armée. Et c'est ainsi que je suis parti tout de suite dans la première armée, et tout de suite à la libération. Je ne vous dirai pas comment ça s'est passé, la libération dans le coin, je n'étais plus là. Alors, dans un premier temps, nous avons été détachés donc dans l'armée régulière, et notre première mission a été de récupérer le matériel militaire abandonné dans la vallée, dans la plaine de la Saône. Puis, à partir de fin octobre, début novembre, nous avons eu la responsabilité d'un dépôt de munitions. J'étais donc dans le Doubs, la commune s'appelait Pont-de-Roide, et nous avions pour nous aider à charger les camions, les obus sur les camions, des prisonniers allemands, ce qui est absolument contraire à la Convention de Genève, hein, du reste. Bon, ensuite, en décembre 1944,
j'ai été versé dans un régiment, comme j'étais artilleur, un régiment d'artillerie algérienne, qui se trouvait devant Mulhouse, et je suis resté là-bas jusqu'en janvier. En janvier, j'ai enfin rejoint mon corps, c'est-à-dire l'armée, parce que j'avais toujours été détaché et loin de mon régiment. J'ai tiré au canon bien avant de savoir marcher ou pas, enfin, de savoir présenter les armes. Alors bon, à ce moment-là, on a été instruit régulièrement, et nous sommes repartis donc fin avril pour l'Alsace d'abord, puis pour l'Allemagne. La capitulation de l'Allemagne est intervenue alors que nous étions à Donaueschingen, c'est en forêt noire. On appelle Donaueschingen, c'est les sources du Danube. Les Allemands appellent le Danube Donau, et la source du Danube est théoriquement dans le parc du prince de Fürstenberg. Nous étions chargés là de préparer l'hébergement du général Salan, qui commandait notre division et qui a par la suite très mal tourné, alors que c'était le général le plus décoré de l'armée française. Au début, la mission que nous avons envoyée en Allemagne, alors, ça a été de surveiller la frontière suisse, parce que la frontière suisse a la particularité d'avoir un avancement près du lac de Constance, où il n'y a pas besoin de traverser un fleuve pour aller en Suisse. Et on prévoyait que des gens, en particulier des responsables allemands, pouvaient en profiter pour aller se mettre à l'abri. Alors nous avons gardé la frontière pendant un certain temps. Bon, puis après, nous avons fait beaucoup défilés à Constance, parce que le général qui nous commandait de l'ordre de Tassigny aimait beaucoup recevoir les ministres, etc. Bon, et puis, comme je n'avais pas tout à fait terminé mes études, en octobre 1945, eh bien, j'ai regagné l'école normale de Moulins. Les souvenirs sont toujours très, très, très délicats. Non, la guerre que je vous donne, guerre à la guerre. Hein? Toutes les discussions, tous les colloques internationaux valent mieux que la guerre. La guerre, c'est une chose affreuse qui transforme, on dirait presque l'homme en une bête. J'ai peur que si la guerre revient, très peur. Quand la guerre a été terminée, cela devait être un soulagement. Oh oui, ah oui, ah oui. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, déjà en 1940, quand Pétain a signé l'armistice, j'aime mieux vous dire que pour la majorité des Français, il faut le reconnaître, on a dit ouf, c'est fini. Quand on a su dans l'Allié que nous, on avait la chance d'être dans la partie de l'Allié où les Allemands n'étaient pas, ça a été un ouf encore plus grand. Quentin ? Si j'ai bien compris, vous êtes bien amené à aller Quentin vous dit s'il a bien compris, vous êtes allé au front. Oui, 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 en Alsace. Oui, c'était le front quand même. Hein. Mais j'étais, attention, j'avais la chance d'avoir été recruté dans l'artillerie. C'est-à-dire que nous n'étions pas en première ligne. Nous
on tirait, dans le régiment où j'étais, on avait d'énormes canons, 255, et qui tiraient peut-être à, je sais pas, 5, 6, 10 kilomètres. Vas-y, Dorian. 1943, il y avait combien de pays qui étaient conquis par les nazis? Comment? En 1943, combien de pays étaient conquis par les nazis? La plus grande partie de l'Europe. Il y a deux pays qui restaient en guerre contre l'Allemagne nazie, c'est-à-dire l'Angleterre, et en 1943, l'URSS qui avait été envahie par l'armée allemande en juin 1941. Et puis après, il y avait des pays neutres, hein, comme l'Espagne ou la Suisse, mais... Mis à part l'Espagne, qui était un pays ami, et la Suisse... Toute l'Europe était conquise par les nazis. C'était Hitler prenait toute l'Europe. Quentin? Evan, non, Comment? ton frère. Evan, Est-ce que votre père a été résistant? votre famille, est-ce qu'elle était résistante? Non. Enfin, ma famille. Disons que mon père, par exemple, n'était pas résistant. Hein? Il n'était pas collaborateur non plus. Hein? Mais il était, disons, il y avait le souci, si vous voulez, qu'avaient tous les Français à l'époque. Comment faire pour avoir le ravitaillement, les vêtements, faire réparer la bicyclette, tout ça. Ça nous paraît aujourd'hui évident. Vous pouvez leur parler de votre vélo? Ah oui? Oui, mon vélo, à l'époque, c'était pas comme maintenant. On avait droit au vélo pour le certificat d'études. Dans le certificat d'études, tu as un vélo. Pour ce certificat, pas de vélo. Bon, et enfin, j'ai eu la chance d'avoir un super vélo acheté d'occasion, bien entendu, parce qu'on n'était pas très riches. Voilà. Alors, bon, et chez nous, nous n'avions pas la radio, nous n'étions pas abonnés au journal, bien entendu, pas de téléphone, pas d'auto, rien. Et quand vous C'était un creviez, ménage extrêmement modeste. alors pourquoi Et le vélo, ben, pendant la guerre, le vélo, on n'avait rien pour avoir droit aux pneus. Il fallait remplir des demandes officielles, parce qu'évidemment, le caoutchouc n'arrivait plus. Nos frontières étaient bloquées par les Anglais, qui savaient bien que ce qui était soi-disant destiné à la France était d'abord récupéré par les Allemands. Et ma foi, on se débrouillait comme on pouvait. Et quand les pneus étaient usés, eh ben, on collait des vieilles chambres à air pour continuer à rouler. Oui, c'est un monde dont vous ne pouvez pas avoir idée. Imaginez-vous, à l'époque, pas de téléphone. Pas de télé, évidemment. Déjà pas de radio, alors. Hein? Pas de radio. Pas de radio. Pas de radio. Très peu. Pas de journal. Ouais, Les journaux, c'est vrai, les journaux étaient très surveillés. Et la montagne, qui est le seul journal qui correspond à la région, là, eh bien, avec un directeur qui était résistant. Et pour montrer que les journaux n'étaient pas libres, il publiait son journal avec tous les blancs, c'est-à-dire tous les articles qui avaient été enlevés par la censure. C'est ce qu'il a répondu, c'est ce qu'il a expliqué lorsqu'on lui a reproché d'avoir fait paraître son journal pendant l'occupation. Pendant une partie de l'occupation, puisqu'il a cessé en 1943. avez-vous la haine des Allemands? Absolument pas. Absolument pas. Je dis tout à l'heure qu'on défilait beaucoup. Et je n'aimais pas du tout ça. Alors, j'avais demandé à faire, disons, à faire un peloton, on appelait un peloton, un stage si vous voulez, pour préparer une école d'officiers. Puisque j'étais bachelier à l'époque, les bacheliers ne couraient pas les rues, en 40.
Et pendant 3 mois, j'ai vécu dans une ferme avec les Allemands. La ferme l'armée avait réquisitionné une chambre où nous étions 2 à coucher chez des Allemands. J'avais la chance d'avoir à côté de moi un camarade qui parlait, qui était bilingue. Il était de l'Est. Il était bilingue, il parlait l'allemand comme le français, indifféremment. Eh bien, je vous garantis qu'on les a bien compris, parce qu'ils étaient sans nouvelles de leur fils depuis 3 mois. Et les dernières nouvelles qu'ils avaient eues de lui étaient qu'il était sur le front russe. Et vraiment, il n'y avait aucune différence, disons. Est-ce que les soldats que vous avez connus, ils étaient d'accord avec les façons, les manières qu'ils étaient? Est-ce que les Allemands que vous avez rencontrés partageaient les idées d'Hitler? C'était un des sujets qu'on n'abordait pas vraiment, qu'on n'abordait pas. On ne voulait pas, disons, je pense, dans la ferme où on était, on ne voulait pas on avait de bonnes relations, on ne voulait pas créer des fossés. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait certainement des activistes, il y en avait, mais je pense que la plupart des gens subissaient. Mais il faut comprendre que le traité de Versailles, tout à l'heure, Henri vous l'a dit, vous l'a expliqué, il avait humilié le peuple allemand. Les Allemands s'étaient sentis humiliés. Et ils souhaitaient la revanche, comme les Français souhaitaient du reste la revanche, après la défaite de 1870, qui avait permis à l'Allemagne de récupérer donc l'Alsace et la Lorraine. Je crois que pour répondre à ta question, il y avait des Allemands qui étaient évidemment extrêmement sympathisants avec Hitler, qu'on a appelé les nazis, et il y avait beaucoup d'Allemands qui ont subi, eux Oui, aussi. c'est ça. N'oubliez pas que les premiers camps de concentration ont été construits par des prisonniers allemands pour des Allemands. Et le fameux chant des déportés, eh bien, c'est un chant allemand qui a été fait par les Allemands dès qu'ils étaient déportés, dès 1935-36, et peut-être même avant 1933. Alors déjà, il fallait récupérer les tracts. Alors, je vous dis, j'étais en zone occupée et en région parisienne. Et les tracts, il fallait que je me fournisse en tracts. Et les tracts, j'avais un contact que je trouvais à la gare du Nord à Paris, dans la gare du Nord à Paris. Et avant de pouvoir récupérer le paquet de tracts, il fallait que je surveille bien ce contact. On m'avait dit, il aura ça, il aura tel et tel insigne, tel et tel journal dans la main, tel. Alors on le repérait bien, et je repérais mon contact. Mais pendant un bon moment, je surveillais pour savoir, parce qu'il aurait pu être grillé. Et au moment où je me serais approché de lui pour prendre le paquet de tracts, là la police pouvait... Parce que, comme l'a dit mon ami là, on a beaucoup plus peur de la police en civil que de la Gestapo. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Parce que la police française connaissait bien notre façon de juger ou de voir les choses. Les Allemands, pas. Ils n'avaient pas la même, disons, si on veut dire, la même finesse. Et au moment où je pensais tracts, bon, je contactais j'avais un mot de passe comme ça, et puis il me suivait, et on allait se noyer dans la foule pour qu'il me passe le paquet de tracts. Il ne le passait pas comme ça, il fallait le faire le plus indistinctement possible. Alors dans la foule, quand il y avait beaucoup de monde, il y avait plein d'Allemands là. Mais les Allemands, c'était des soldats qui étaient là avec leurs fusils, juste pour monter la garde. Mais ils ne servaient à rien. Mais la police française était là. C'est là la plus terrible. Et alors, on passait le paquet de tracts. Et moi, quand j'avais passé le tract,
moi j'allais prendre mon train pour, de la gare du Nord, aller où j'habitais à Sevran. Et alors là, il fallait les distribuer, ces tracts. Alors, il y avait deux possibilités, ou de jour, ou de nuit. Alors, naturellement, la nuit c'était plus facile, mais il y avait énormément d'Allemands qui se... Des patrouilles. Des patrouilles, je cherchais le mot. Des patrouilles qui se baladaient la nuit. Mais alors, on avait un avantage sur eux, c'est qu'ils avaient des bottes. Et quand on les entendait venir, comme à l'époque, il y avait plein de terrains vagues. C'était pas comme maintenant, parce que où j'habitais, il y avait 9000 habitants en 39, il y en a 60 000 maintenant. Ça, vous voyez la différence. Là. Maintenant, tous ces terrains vagues, on pouvait se cacher. Et pendant qu'ils passaient, ben, on se faisait tout petit. Et une fois qu'ils étaient passés, on prenait le distributeur, le tract. Mais il fallait quand même faire attention. Enfin, on n'a jamais été pris en train de distribuer les tracts. Sans ça, distribuer les tracts, automatiquement, c'était la prison et la déportation. C'était réglé. Tous ceux qui se sont fait prendre avec des tracts ont été enfermés, emprisonnés, déportés, et des fois ne sont pas revenus. Alors ça voulait dire quoi après les distribuer? Comment vous faisiez pour distribuer? Dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres. Et des fois, quand on avait des petites affiches, des fois qu'on collait en vitesse, et on se planquait aussitôt, parce qu'il ne fallait pas se faire prendre. C'était très difficile. Et alors on avait fait aussi, c'était un peu spécial, on prenait des tracts et on en faisait comme, vous savez, dans les campagnes dans le temps, pour aller aux toilettes. On enfilait les papiers de journal sur un crochet pour mettre les tracts. Tu te rappelles, toi, ça, hein? Et alors on mettait les tracts, on faisait un peu de tracts, et puis on avait nos tracts dans les cabas, et quand on passait, quand on savait qu'il n'y avait pas pour risquer rien, et bien automatiquement, on accrochait notre truc avec les tracts à une grille. Et puis, on se cassait aussitôt, on s'éclipsait aussitôt. Mais c'était quand même pas facile. Qu'est-ce qui avait marqué sur ces tracts? C'est dommage, j'en ai pas ramené. C'était... j'avais des tracts différents, ça. Je dois avoir un truc là. Je ne sais pas si je vais les marquer, je crois. Les tracts, on avait des... C'était un tract, c'est pas... Alors les tracts, les principaux tracts distribués. La défense de la France et le populaire. C'était socialiste. Témoignage chrétien, catholique. Université libre, les enseignants. L'humanité, franc-tireur, l'avant-garde et la vie ouvrière communiste. C'est tous ces tracts-là, mais on distribuait n'importe quel. Hein. On n'était pas forcé de distribuer toujours le même. Vous pouvez leur expliquer à quoi ça servait de distribuer des tracts? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, la population française n'était pas au courant de ce qui se passait réellement. Les lois qui étaient votées en catimini, qui étaient passées contre le français, c'était pas forcément dit aux Français. Dans les émissions, les actualités cinématographiques, la radio à l'époque, et la presse, tout était aux mains des Allemands ou des collaborateurs. Donc, on disait, dans les informations qu'il y avait, c'était pas forcément toujours bien. Alors, ce qu'on voulait, c'est que les Français sachent exactement ce qui se passait. Ce que les Allemands nous prenaient, tout ce qu'ils nous volaient, ils volaient les produits industriels, les produits agricoles, tout ce qu'ils pouvaient nous prendre, ils nous le prenaient et personne ne le savait. Avec les tracts, les gens le savaient. Donc, c'était une information principale. Et il n'y avait que ça. C'est pour ça qu'on distribuait les tracts. Il y a beaucoup de jeunes filles. Les filles de votre âge ont été des agents de transmission extraordinaires. Ah oui, ça oui.
les filles de 16 à 18 ans. Hein. Oui. Bien souvent, c'était plus courageux que les hommes. Ça, Parce vrai. que on disait, oh ben, elles ont pas la tête un petit peu comme ça. Et en réalité, c'était des agents très efficaces. Pour distribuer les tracts, vous y allez à pied ou... Comment vous déplaciez-vous pour distribuer les tracts? Ben, c'était le meilleur moyen, c'était à pied. Hein. On n'avait pas de moto, on n'avait pas de vélo, on n'avait pas de vélomoteur, on n'avait rien. Hein. Fallait être discret. Il fallait être discret déjà. Vas-y. Les enfants de 14 ans, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire que comment il... C'est quelque chose. Est-ce qu'il pouvait y avoir des enfants résistants? Est-ce qu'il y a eu des enfants résistants? Ben, Des enfants résistants. Il y a eu le petit- ok. Oh, ben, c'est comme on vous dit tout à l'heure, il y avait c'est bien sûr des résistants, les filles qui transportaient qui transportaient les tracts et les missiles, aussi les lettres d'un résistant à un autre résistant, elles faisaient bien de la résistance. À 14 ans, il y en a eu très très peu. Il y avait très longtemps. Mais bon, les filles qu'il y avait, c'était les tracts dans les potences de guidon, dans les potences de selle, dans les phares de vélo. Parce qu'à ce moment-là, il y avait pratiquement on avait eu des vélos. Et c'était pas marrant, quoi. Tu te marres, toi, mais c'était pas marrant. La région parisienne, non. Il y avait très très peu d'armes. Bon. Ben, il n'y avait pas de parachutage, déjà. Alors il y a les parachutages, on va vous expliquer. Essentiellement par les parachutages, et aussi là où il y avait des armes, dans les gendarmeries. Ouais. Souvent des gendarmes étaient résistants, étaient complices des résistants. Et alors, eh bien, la gendarmerie était attaquée. Mais la surprise était si grande, bien que les gendarmes ne pouvaient pas se défendre. Et les résistants partent avec les armes. Ouais, alors il y avait une source pour récupérer des armes. Tout à l'heure, je vous ai raconté un petit peu qu'en mai-juin 40, l'armée française a été mise en débâcle. Hein. Et bien pendant le retrait des armées françaises, il y a des soldats qui jetaient leurs armes dans le fossé. Hein. Et qui se disaient, c'est la panique, moi je rentre chez moi. Ou, voilà. Et donc il y a beaucoup d'armes qui ont été récupérées à ce moment-là, cachées dans des meules de foin, dans des granges, enterrées, etc. Et qui ont été ensuite réutilisées par les résistants. C'était une source d'approvisionnement. Il y avait effectivement les parachutages, c'est-à-dire que les Anglais envoyaient des avions au-dessus du territoire français. Ils avaient ensuite, ils savaient à peu près, ils savaient exactement où lâcher un conteneur avec un parachute, un conteneur donc un grand coffre hein, avec des armes dedans. Ils faisaient ça surtout la nuit et repéraient les terrains de largage parce que des résistants au sol allumaient des feux ou faisaient des signaux avec des lampes. Hein. Donc là, il y a eu beaucoup d'armes qui ont été expédiées par les Anglais. Il y a eu donc les armes de l'armée française récupérées en douce en 1940. Puis, bon, il y avait aussi les attaques de gendarmerie. On pouvait aussi, pourquoi pas, au cours d'un accrochage entre des résistants et des Allemands, leur récupérer les armes des Allemands. C'était un petit peu la débrouille, quoi. Il y a aussi des fusils de chasse. Hein. Il y avait aussi des fusils de chasse. Théoriquement, c'était interdit de les conserver, mais il y en a qui les ont gardés quand même, en les cachant. Mais c'était quand même un petit peu difficile, hein. C'était léger. Contre l'armement allemand, c'était pas égal, hein, du tout. Par rapport à ta question, est-ce que a répondu Henri? L'an dernier, on a reçu M. Frobert, qui était du maquis Bêche-Mort entre l'Avoine et la Guillermie. Et M. Frobert a expliqué à vos copains qui sont cette année en 5e au Club Mémoire que lors de la fameuse débâcle, sur la route de la Palisse, lui, avec d'autres, il récupérait les armes jetées par les soldats français, ce que racontait M. Dio. Il les récupérait, puis il les remontait à QC, et chez le papa et la maman, dans la maison, au niveau sous les tuiles, au niveau des voliges, il cachait au niveau de la toiture les armes qu'il avait récupérées.
D'autres questions? Oui, mais je connais pas. J'ai eu l'occasion de m'occuper du dossier de deux personnes qui avaient caché, deux femmes de prisonniers qui avaient caché des armes chez elles. Dans la région de l'une à Trebon, l'autre à Mégare. Est-ce que les avions largués, est-ce que vous en avez reçu? Est-ce que vous avez profité de largage de des parachutages? Non, dans l'avion. Je vous dis, dans la région parisienne, il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas de forêt, très peu, c'était que la plaine. Alors, tout de suite, s'il y avait eu quelque chose, tout de suite, les armements Compte tenu de l'armement dont on disposait, je ne crois pas qu'il y ait eu, enfin, comme je n'étais pas sur place, je ne crois pas qu'il y ait eu les parachutages tout au moins dont on ait bénéficié. Il y en a eu sur Niserolles, Saint-André. Ouais, il y a eu Saint-André-Boussé. Saint-André, le Niserolles, dans la montagne bourbonnaise. Oui, mais ils ne restaient pas toujours, ils étaient bien souvent pas sur place, ils étaient envoyés dans des maquis organisés. Ah oui, oui, les armes, oui. les armes elles ne restaient pas sur place. Oui, bien sûr. Si on compare notre vie, votre vie, à vos âges, à la nôtre, il n'y a rien de commun. Vous n'avez pas de smartphone. Bien entendu, la technique, ça n'a rien à voir. Les conditions matérielles, ça n'a rien à voir. Ça m'est arrivé de raconter, je cherche si je voulais raconter à vous, comment par exemple j'ai transporté mon trousseau quand j'ai été au lycée de Montluçon. Oui, Non, je ne l'ai pas raconté. c'était pas eux que vous avez vu l'an dernier. Bon, vous savez, quand on allait au lycée, il fallait tout fournir, les draps, les serviettes de toilette, enfin tout le bazar. On avait donc une énorme malle. J'habitais à 6 km de la gare. Dans le village, il n'y avait pas une auto. Comment faire pour transporter la malle à la gare? Hein? À pied la brouette. C'est une solution. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un voisin paysan qui était gentil comme tout. Il avait une ânesse. Alors, une ânesse, oui, un petit bourricot. Eh bien, il m'a autorisé à utiliser l'ânesse avec la charrette pour transporter la malle à 6 km de la maison. Autrement, j'aurais pris ma brouette. Il n'y a pas d'autre solution. Ça paraît idiot, c'est comme ça. Il n'y avait pas d'auto, je ne sais pas. Peut-être bien 1 kilomètre autour de chez nous. Et le peu d'auto qu'il y avait, Hein? le peu d'auto qu'il y avait dans les civils, Eh oui. les autos marchaient au gazogène. Il y avait pas d'essence. Non, enfin, c'était en 41, ça j'y avais un petit peu. Monsieur Chrétien disait que le peu, parce qu'il y avait très peu de voitures qui roulaient à l'époque, marchaient au gazogène, car il n'y avait pas d'essence. Très peu d'essence. Très peu d'essence, l'essence était réservée gazogène, oui. aux troupes allemandes. Alors c'était des gazogènes. Alors, les gazogènes, je ne sais pas si je peux vous les décrire parce que c'est assez compliqué. À la place de l'essence, il y avait de chaque côté de la cabine, d'un côté un foyer et de l'autre côté ce qu'on appelait un épurateur. C'est-à-dire, on mettait du charbon de bois dans le foyer, ce charbon de bois, on l'enflammait, et ensuite tous les gaz partaient de ce foyer pour aller dans un épurateur, où là les gaz étaient épurés, et ensuite allaient dans une espèce de carburateur sur le camion. Et alors ça, c'était quand même un gros de truc, parce qu'il fallait déjà allumer le foyer, faire du gaz, comme on appelait. Alors, une fois le charbon qui était allumé, on mettait un ventilateur en route qui faisait du gaz, enfin qui actionnait la combustion. Et ce gaz-là, il allait dans l'épurateur, et ensuite, une fois qu'il était filtré, il allait dans le moteur. Et j'ai dû vous dire que c'était quand même pas marrant, parce que pour mettre en route une voiture,
fallait environ un quart d'heure. Hein. Ça, je pensais pas. On ne dépensierait pas le démarreur. Hein. Ouais. Ah oui, on distillait du bois, Oui. mais du reste, il restait du charbon de bois dans ce qui était distillé. Je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée à moi. J'avais un camion comme ça, j'avais été dans Lyon avec un camion comme ça. Et alors, il fallait recharger. Au bout d'un moment, il fallait recharger le bois parce que le charbon de bois s'épuisait. Donc il fallait, au lieu de passer à la pompe à essence, on ouvrait le foyer, on mettait du charbon de bois. Mais ce qu'il fallait faire, c'est quand on l'avait roulé au bout d'un moment, on ouvrait le foyer pour remettre du charbon de bois. Et là, ce qu'il fallait faire, c'était prendre une allumette, allumer et mettre une allumette allumée dans le foyer pour que les gaz qui étaient concentrés là s'enflamment. Et moi, la première fois, j'ai mis le truc, mais j'avais le nez dessus. Et je suis revenu sans feu. J'avais plus de cheveux, plus de sourcils, plus rien. Que vous avez un mot, quelque chose à dire, une question, une dernière question. Vas-y, Pauline. Êtes-vous fier de votre parcours? Bon, forcément. On a fait ce qu'on devait faire. C'est tout. Dans les moyens. On a plutôt, enfin, personnellement, je dis j'ai plutôt des regrets d'avoir été indifférent aussi longtemps, d'avoir pensé à moi avant de penser aux autres. Pendant si longtemps. Bravo d'avoir fait ce que vous avez fait, parce qu'il fallait le faire. Isvan est en train de conclure l'après-midi en disant bravo pour ce que vous avez fait, parce qu'il fallait le faire. Oui. T'as raison. Ça a plusieurs sens. Non, mais Oui. il faut bien dire que la position qu'on a prise dépendait beaucoup de l'entourage dans lequel nous vivions. Je me suis engagé parce que j'avais un cousin qui était engagé. Je me suis déjà posé la question, et si ce cousin qui avait beaucoup d'influence sur moi avait été collabo, qu'est-ce que tu serais devenu? Hein? Non, ben, pourquoi il a résisté depuis 40? C'est parce que tu étais dans un environnement qui demandait, qui permettait cet engagement, qui poussait l'engagement. Combien de camarades nous ont dit, bon, nous on est dans la résistance naturellement. Je pense à Lucas, par exemple. Hein? Il militait dans un parti de gauche. Quand on lui a parlé de résistance, ben, j'avais l'habitude de me bagarrer, donc, d'être en résistance naturellement. Maxime, Après que ceci s'est passé, vous vous considérez chanceux d'avoir survécu? est-ce que vous vous considérez comme étant chanceux d'avoir survécu? Bah, Monsieur Chrétien vous l'a expliqué tout à l'heure, il vient de dire, ben moi je crois que oui, parce que Je il crois aurait que été à oui, la place de parce son que- papa à quelques mètres, c'était lui. Ça va être bien, ouais. Enfin, je sais pas, vous voulez répondre? Est-ce que s'il fallait refaire cette guerre, est-ce que vous changeriez des choses ou... Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez? Dans les mêmes conditions, on fera pareil. Oh, c'est sûr. Dans les mêmes conditions. Mais Je pense même qu'on ça fait sera mieux. certainement pas. ça ne se répète pas. Ça se répète pas, je pense pas. Est-ce que si vous n'aviez pas été de la résistance, vous avez une idée de ce que vous auriez été? Si vous n'aviez pas été dans la résistance, savez-vous ce que vous auriez pu être? Attentiste.
On attend. Attention, comme beaucoup de Français, on attendait attendait que- que les autres aillent se battre pour nous.